Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto dans lequel je vais vous montrer les 7 types de plans que j'utilise régulièrement en interview et quelles sont leurs différentes utilités. C'est parti! Le plan large, c'est l'un de mes préférés. Mais malheureusement, c'est pas toujours facile de l'utiliser parce que il y a les contraintes du réel et généralement quand vous êtes en train de filmer dans une salle de réunion, vous n'avez pas envie de montrer toute la salle de réunion parce qu'il n'y a qu'un petit bout de la salle de réunion qui est éventuellement joli. Ce plan, il va être très utile pour poser le décor et communiquer plein d'informations juste via l'image. Si vous utilisez ce plan-là en extérieur devant un bâtiment, ça va donner un effet un peu journalistique, c'est-à-dire qu'on est là pour commenter ce qui se passe dans le lieu, que ce soit un événement, une décision de justice, bref, un peu tout. Sinon, il permet de donner une aura d'autorité et d'érudition à quelqu'un, donc par exemple, dans l'une de mes vidéos préférées qui est sur des craies, on peut voir un moment un mathématicien qui pose devant ses tableaux couverts d'équations. Et juste avec ce plan-là, même dans le silence, même sans son, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire « Ok, ce mec connaît son boulot, on a affaire à un professionnel ». Un autre usage du plan large, ça va être de montrer l'étendue d'un lieu immense. Et donc par exemple, dans le film Free Solo, il y a régulièrement ce genre de plans qui permettent de montrer l'échelle et la grandeur de cette falaise. Et c'est diablement important parce que tout le sujet du film, c'est est-ce que Alex Honnold, donc le héros, va réussir à gravir cette montagne sans corde. Vous aurez à peu près le même effet si vous mettez un artiste au milieu de son atelier ou un écrivain au milieu de ses papiers. Et dans un contexte un peu plus corporate, ce genre de plan, il va être très utilisé dans tout ce qui est vidéo sur la construction, parce que c'est le seul moyen de montrer la taille d'un chantier. Et enfin, dernier petit cas d'usage, le côté pédagogique. Il y a quelqu'un que je suis depuis un moment qui est spécialiste en herbes sauvages. Il montre tout l'environnement. Donc par exemple, s'il est dans une forêt, il va montrer la forêt, s'il est dans un bois, il va montrer le bois, s'il est dans un bosquet, il va montrer le bosquet. Une fois qu'il a fait ça, il va passer au plan d'après où il va montrer en détail la plante dont il va nous parler aujourd'hui, par exemple la bourdage cendrée. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ça fait sens de faire ça? Si vous montrez directement la plante, lorsque vous vous baladez en forêt, ça va pas vous aider. Parce que vous avez envie de retrouver cette plante, vous avez envie de vous balader, vous dites où est la bourdage cendrée. Sauf que évidemment, à 300 km, vous n'allez pas la reconnaître. Par contre, peut-être que vous allez reconnaître le type d'endroit dans lequel la bourdage cendrée pousse. Et vous reconnaîtrez ce type d'endroit simplement parce qu'il a fait ce plan large qui vous permet d'identifier ce genre d'endroit. Une fois que vous vous rapprochez, vous allez voir la bourdage, vous allez dire cool, c'est bien la bourdage, et vous êtes content, vous rentrez chez vous et vous faites une tisane. Dans la plupart des plans larges, la configuration est la même. C'est-à-dire, on a un sujet qui est centré dans l'image, on a des verticales et des horizontales qui sont très définies, particulièrement dans le cas où on filme devant un bâtiment ou un lieu officiel. Le hors-champ. Le hors-champ, c'est quoi? C'est moi qui discute avec quelqu'un qui est à côté de la caméra. C'est le plan conversationnel par excellence. C'est celui que vous avez vu dans tous les films, c'est celui que vous voyez dans la plupart des interviews. Et il y a une très bonne raison à ça, c'est que c'est celui dans lequel les gens sont le plus à l'aise. Et c'est assez logique, c'est beaucoup plus simple et on est beaucoup plus habitué à avoir des conversations avec quelqu'un plutôt qu'avec un tas d'acier. Coucou! La manière académique de faire ce genre de plan, ça va être de disposer la personne soit sur le tiers de gauche, soit sur le tiers de droite, avec les yeux au niveau du tiers du haut. Si vous la mettez sur le tiers de droite, il faut qu'elle regarde vers la gauche. Si la personne est sur le tiers de gauche, il faut qu'elle regarde à droite. Pourquoi ça? Parce que vous allez lui laisser beaucoup plus d'espace devant les yeux. Alors que si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si vous mettez la personne sur le tiers de gauche et que vous la faites regarder à gauche, on va très vite avoir l'impression qu'elle parle à un mur. Et bien sûr, si vous êtes déjà allé au cinéma, vous savez que le champ contre champ, c'est un grand classique. Et donc concrètement, ça revient à combiner à la fois un regard en champ et une personne en amorce. Le face caméra. Celui-là, c'est un grand classique. Il peut être utilisé dans deux types de situations principales. D'abord, il y a dans tout ce qui est format moderne à la Combini, vous allez avoir l'interview qui va être face caméra tout du long. Et ils font ça à la fois parce que c'est relativement simple à faire, vous avez juste à centrer la personne, elle regarde tout droit et c'est fait. Et ça permet d'impliquer assez facilement le spectateur. Et ensuite, il y a la deuxième catégorie où on va utiliser le face caméra à certains moments clés de l'interview. Et le but de ce face caméra, ça va être de créer une rupture. Attends, il se passe un truc, là, il nous regarde, c'est bizarre. À titre professionnel, j'essaie de l'utiliser le moins possible, parce que c'est dur. Parler à une caméra, c'est dur. On est habitué à avoir un visage, on est habitué à avoir des réactions, et là, parler à un tas de verre et d'acier, ça met pas à l'aise, quoi. À l'exception, tout de même, de tous les faces caméra dans lesquels il y a un prompteur. Ça a tendance à aider les gens. De manière générale, la configuration des faces caméra va être relativement la même. Vous allez avoir les yeux à peu près au niveau du tiers du haut, un sujet centré latéralement, vous mettez vos lumières et c'est parti. Le behind the scene.
Le but de ce plan, ça va être de montrer les arcanes d'un tournage, tout ce qu'on ne voit habituellement pas, c'est-à-dire le set, les lumières, l'équipe, le son, etc. Et il va en montrer une version un peu glamourisée. Globalement, c'est un plan d'orgueil, c'est-à-dire qu'il est là pour dire « Regardez comme on a des grosses caméras, regardez comme on a des grosses lumières, nous on n'est pas des paysans qui tournent avec des smartphones ». Il peut aussi contribuer à créer un sentiment d'intimité et d'honnêteté vis-à-vis du spectateur. Comme on montre un peu les arcanes, ce qui se passe derrière, on l'implique dans le processus et soudainement il peut se dire « Ah, c'est cool, c'est comme ça qu'ils ont fait ça, ou c'est comme ça qu'ils ont fait ça », et ça crée une forme de convivialité et de complicité. Pour montrer tout ça, vous pouvez aussi bien utiliser des grands plans larges, histoire de montrer tout le set, montrer un peu les gens qui apportent les trucs, montrer les lumières qui s'allument, mais vous pouvez aussi avoir des plans beaucoup plus modestes, petits, artistiques, comme par exemple montrer le moniteur de l'appareil photo en plein milieu du tournage. Le plan de profil. Le plan de profil, je le mets dans le même bain que tous les plans qu'on prend légèrement à l'arrière, à savoir que c'est des plans de pudeur et de distanciation. Et c'est assez logique, quand vous êtes sur un plan de profil, il y a moins d'informations visuelles. Vous n'avez pas les yeux, vous n'avez pas la bouche, en tout cas de manière beaucoup plus incomplète, et du coup, vous écoutez les choses de plus loin et vous êtes plus attentif à ce qui est dit plutôt que comment c'est dit. Ça peut être un moyen assez intéressant lorsque vous avez un moment très émotionnel de créer une petite distanciation, qu'on ne soit pas trop impliqué dans le récit. D'un point de vue pratique, la règle est à peu près pareille que dans le hors-champ, c'est-à-dire vous voulez caler la personne soit à gauche si elle regarde à droite, soit à droite si elle regarde à gauche. Par contre, il y a un gros avantage par rapport au hors-champ, vous avez beaucoup plus de place à l'écran, et ça peut vous servir pour mettre des images, pour mettre des graphismes, pour mettre des animations, bref, ça vous donne un peu plus de possibilités de latitude au montage. Attention tout de même, il y a un point auquel il faut être particulièrement attentif, c'est la posture. Autant quand vous êtes face caméra, le fait que j'ai le cou avancé comme ça ou que je sois comme ça va passer. Alors que de profil, si vous avez le cou avancé comme un vélociraptor, ça va se voir, c'est dégueulasse et votre client, je peux vous assurer qu'il va pas être content. Le plan d'amorce. Amorce, ça veut juste dire qu'on a quelque chose au premier plan, donc ça peut être un objet, ça peut être quelqu'un, et cet objet est juste au premier plan. Et du coup, ce genre d'amorce, vous pouvez les mettre sur n'importe quel plan, sur un plan serré, un plan moyen, un plan de face, un plan de profil, peu importe. En interview, l'amorce, elle va avoir plusieurs usages. Le premier, ça va être de vous aider à structurer votre image, c'est-à-dire vous pouvez donner un effet de cadre un peu en faisant des arrondis sur les côtés ou en utilisant des verticales et des horizontales. Le deuxième usage, ça va être de mettre en valeur votre sujet. C'est-à-dire que si vous mettez une petite amorce subtile au niveau de votre sujet, ça va attirer l'œil dans la bonne direction. Et enfin, l'amorce, elle peut servir à mettre en valeur un objet. Donc par exemple, si vous avez un auteur qui parle de son livre, vous pouvez mettre le livre au premier plan et l'avoir tout au long de l'interview. Si vous voulez faire une amorce, l'une des premières choses que vous allez décider, c'est est-ce que vous voulez une amorce abstraite, c'est-à-dire est-ce que vous voulez quelque chose au premier plan qui est tellement flou que ça va juste donner une structure un peu vaporeuse, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez utiliser l'amorce pour quand même donner une information. Par exemple, si vous avez un livre au premier plan et que vous avez envie qu'on lise le titre. Pour ça, ça va être important de gérer à la fois votre profondeur de champ et la distance entre l'objet, la caméra et la personne filmée. Il va également falloir faire attention à la luminosité générale de votre scène. En effet, l'amorce, du fait qu'elle est beaucoup plus proche de la caméra que le reste, elle va prendre la lumière différemment, parce que peut-être que vous avez une lumière très dirigée sur la personne et pas vraiment sur l'amorce, ou peut-être qu'à l'inverse, l'amorce, du fait qu'elle est à un certain endroit, va prendre de la lumière que les autres ne prennent pas. Bref, il va y avoir des contrastes et il va falloir être très attentif à ça. Plus concrètement, si votre amorce elle est très éclairée, elle est sur le bord gauche de l'image, ça va faire un truc un peu naze parce que ça va attirer l'attention précisément là où vous voulez pas qu'on regarde. A l'inverse, si votre amorce elle est au niveau de la personne que vous êtes en train de filmer et elle est très lumineuse, elle va attirer l'œil dans la bonne direction, ce qui est précisément ce que vous voulez. Vous allez me dire, Gabriel, t'es bien mignon avec tes plans de feuillage, mais moi je tourne dans des bureaux, pas dans des jardins. Vous avez parfaitement raison. Donc voilà quelques types de plans d'amorce que j'utilise dans un contexte professionnel. Le premier, c'est que vous verrez que dans beaucoup de bureaux, ils ont souvent les grandes baies vitrées avec souvent des espèces de panneaux pour flouter un peu. Donc ça, c'est une très bonne amorce, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre à l'extérieur du bureau, filmer à travers ça et utiliser les espèces de bandes floues pour donner un peu de structure à votre image. L'autre élément de décor que je vais souvent utiliser, ça va être sur le bord des portes. Vous pouvez utiliser le chambranle pour structurer là aussi votre plan et avoir une belle verticale dans votre écran. Et bien sûr, il y a les grands classiques, donc utiliser une bouteille, utiliser des verres, ou utiliser des feuilles s'il y a un côté un peu présentation. Le plan en plongée, il va être très pertinent si vous voulez créer de l'intimité avec la personne. Attention tout de même, c'est généralement des plans qui marchent que
si on est assez serré, et donc faut bien faire attention à que la personne soit assez statique. La contre-plongée, elle va avoir un usage totalement différent. Elle est là pour grandir la personne, pour donner une autorité, pour donner une aura. C'est pas un hasard, par exemple, que dans les portraits de Youssouf Karch, qui est un des plus grands photographes du XXe siècle, vous pouvez voir que régulièrement, il utilise une légère contre-plongée, surtout avec certaines stars hollywoodiennes, parce qu'il a l'impression que ça pose la personne. Il y a quelque chose de statuaire, il y a quelque chose de fort. Et on voit que par moments, il demandait à la personne qui photographiait de regarder légèrement au-dessus de la caméra. Et ça donne un côté visionnaire. C'est quelqu'un qui regarde vers le haut, qui regarde vers l'avenir, qui cherche.